Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver, comme tous les épisodes, finalement, de vous retrouver pour qu'on parle de basket, pour qu'on parle de NBA. Et là, vous vous en doutez, on est le mardi 20 juin au moment où on enregistre. La draft, c'est jeudi. La draft, c'est dans 2 jours, Florian, et on va parler des dernières analyses, de tes dernières analyses, de la petite mise à jour de ton big board sur le site de l'analyste que vous pouvez évidemment retrouver pour lire les magnifiques et très pertinentes analyses de mon ami Florian Tixier. Justement, comment ça va? Eh ben, ça va super. On a hâte, c'est dans 2 jours. J'allais dire, on va bien se reposer parce qu'on va pas beaucoup dormir la nuit de jeudi, mais il y a la Ouais, fête de la musique demain. Donc, en fait, on va juste pas beaucoup dormir. on va Donc, juste pas beaucoup dormir. On a l'habitude, finalement, on perd pas les bonnes vieilles habitudes. La saison ouais, est terminée, mais on ne dort toujours pas. Flo, je l'ai dit, t'as mis à jour, t'as fait une dernière mise à jour avant le jour J de ton big board sur le site de l'analyste. On va en parler justement. On vous avait déjà sorti un petit épisode sur la draft il y a un mois et demi à peu près, mais il y a quand même quelques petites choses qui ont bougé. Alors Florian, pour carrément. commencer, tu me disais tout à l'heure en off que toi, tu classes les joueurs par tiers sur cette draft. Tu as plusieurs tiers différents. Si tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu en as 6. Est-ce que tu peux Yes. me parler un petit peu de ces tiers, ce qui les caractérise et ce qui va faire qu'un joueur va rentrer dans un tiers plus ou moins élevé? En fait, quand tu parles de scouting, et notamment pour classer des joueurs par rapport à la draft, tu vas souvent parler en termes de tiers parce que c'est toujours un peu difficile de dire, lui, il est meilleur que lui. C'est trop abrupt. Et en fait, on a souvent tendance à réfléchir et à évaluer par tiers pour dire, en fonction du rôle qu'il pourrait atteindre. Le rôle d'All-Star, le rôle de starter, le rôle de remplaçant, etc., etc. Moi, comment j'ai fonctionné pour mes tiers, je fonctionne pas toujours pareil en fonction des années. Là, cette année, elle est très très particulière, comme on l'a dit plein de fois. On rappelle que c'est une draft exceptionnelle, Ouais, qui bah en fait, s'annonce exceptionnelle. on le voit sur le top 2 parce que mon tiers 1, donc comme tu l'as dit, j'ai 6 tiers. Mon tiers 1, c'est générationnel 1. Mon tiers 2, générationnel 2. Comme vous l'avez compris, mon tiers 1, générationnel 1, bah, c'est Victor. Mon tiers 2, qui est générationnel aussi pour moi, mais il est en dessous de Victor, c'est Scoot Anderson. Très clairement, on a déjà parlé plein de fois pour aller plus vite sur eux. Mon On troisième retouchera un petit mot tiers, sur Scoot juste après. ouais, bien sûr. Mon troisième tiers, c'est Calibre All-Star. Pour moi, c'est des joueurs qui peuvent être une fois ou plusieurs fois All-Star. Pour un peu, je vais pas tous les expliciter à chaque fois, mais dans l'ordre, j'ai Cam Whitmore en 3, Jarras Walker, Brandon Miller, Amen Thompson, Hauser Thompson, Taylor Hendricks et Jalen Chifino, qui ont tous pour moi la capacité à être au minimum une fois All-Star pendant leur carrière. Je parle vraiment de capacité et de potentiel, hein. C'est pas sûr qu'ils le sont, je suis pas Ah devin. oui, on Et rappelle que c'est que des prospects, hein, on peut être sûr ouais, de rien. comment je me projette sur eux en fait. Après, mon quatrième tiers, c'est ceux qui sont potentiellement starters à terme dans la ligue. Là, pareil dans l'ordre, j'ai Nick Smith, Koulibaly, Jordan Hawkins, Jet Howard, Keyonte George, Derek Whitehead, Anthony Black, Casson Wallace, Grady Dick, Kobe Buffkin et Derek Lively au poste de pivot, parce que c'est le seul, à part Victor. Le tiers d'après, ça va être ceux qui vont avoir plusieurs contrats NBA, donc ceux que j'imagine être encore NBA sur leur 5e année. On sait qu'un contrat rookie, c'est 4 ans, notamment pour les premiers tours. Ça, c'est les joueurs que j'imagine avoir plusieurs contrats NBA. Ça va de la place 21 à la place 35. Je vais les citer très rapidement. T.J. Jackson, Maxwell Lewis, Chris Murray, Félix Toko, Brandon Podziemski, Noah Clooney, Colby Jones, Bryson Sabo, Omax Prosper, Leonard Miller, James Nagy, Julian Strother, Terk Smith, Amari Bailey et Ricky Council. Euh, et après, derrière, j'ai la catégorie approuvée, ce que la majorité, je pense, n'auront pas de deuxième contrat en NBA. Et pour les plus attentifs, le français Ryan Rupert fait partie de ce tiers. Je suis désolé, mais plus le temps avance, moins j'ai tendance à y croire. Donc, Alors que je chez l'avais dit les Américains, il est toujours annoncé au premier tour, hein. ouais, mais je l'ai dit dans mon dernier podcast. Dans le dernier podcast, j'ai mon petit Sidi Soko devant pour le Hmm. coup. Après, en fait, ça va de la 36e place à la 60, la catégorie approuvée. Ryan Rupert est 37. Donc il est pas loin. Il est Je pas me loin. suis arraché le cœur à ne pas le mettre dedans, mais il est pas dedans quand même. Alors juste, je rebondis sur ce que tu as dit pour les joueurs qui pourraient enchaîner sur un deuxième contrat après leur contrat rookie. Donc tu as dit que ça va quand même de la place 21 à la place 35 environ, hein, c'est les estimations de Flo, on est sûr de rien. Mais est-ce que, enfin moi, en tout cas, je trouve ça assez révélateur de la profondeur exceptionnelle de cette draft. Parce que là, en gros, concrètement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que jusqu'au pic 35, on est potentiellement sur des mecs
qui vont s'installer avec pas forcément un rôle très important, mais qui vont s'installer durablement en NBA. En fait, chaque année, sur une draft de 60 joueurs, des joueurs qui sont encore présents dans la ligue après la cinquième année, on est quand même au-dessus des 50%. Donc Ouais, finalement, arriver à 35 joueurs, c'est c'est plutôt normal. cohérent, mais je suis plus confiant que les autres années par rapport à la qualité de cette draft. C'est-à-dire que mon dernier joueur de ce tiers plusieurs contre NBA, c'est Ricky Council, et même on avait Ryan Rupert juste derrière. C'est des mecs qui légitimement peuvent se dire, je suis encore dans la ligue dans 5 ans. Donc oui, je suis légitimement plus rassuré par la classe de draft de cette année que par rapport à d'habitude. Donc ouais, comme tu l'as dit, ça témoigne il y a un haut du classement qui est très 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 haut, comme on l'a dit, mais il y a un niveau moyen qui est homogène, enfin qui est plus homogène et qui est plus fort que d'habitude, je trouve. Ouais, alors un petit mot sur Scoot Henderson, on en a parlé plein de fois dans ce podcast, pardon. Il a toujours été 2 chez nous. On a toujours été plus ou moins tous d'accord pour dire que dans un monde où Victor Wembanyama n'existe pas, Scoot Henderson est numéro 1, mais les yeux fermés de n'importe quel draft. Visiblement, donc c'est Charlotte qui a le pick 2, et visiblement de ce qui se dit aux États-Unis, et ben en fait les Hornets sont pas sûrs, et c'est pas assuré que Scoot Henderson tombe en 2. Comment t'expliques ça? Pourquoi les Américains n'ont pas cette confiance aveugle en Scoot Henderson en choix numéro 2? Bah, déjà, je vais mettre en perspective ces rumeurs parce que première chose, c'est que des rumeurs médiatiques. Bien sûr. On ne sait pas à quel point elles sont révélatrices parce qu'en fait, quand l'info est sortie, Brandon Miller avait la mononucléose. Brandon Miller a perdu je crois une petite dizaine de kilos. Donc c'est 7 ou 8 kilos par rapport à sa mononucléose. Alors déjà qu'il était un peu flué, c'est dommage. Donc il était en pleine mononucléose. Il n'avait pas fait de test avec les Hornets. Scoot Anderson n'avait pas fait de test avec les Hornets, donc la véracité de cette info, j'en suis pas sûr. Mm. À partir du moment où Scoot Anderson est arrivé et a fait le workout, ils ont fait waouh, Scoot Anderson est vraiment Non, mais trop c'était fort. sûr. Ouais, no shit, vous êtes bêtes ou quoi? Bravo, Et, merci, euh, Captain Obvious. et en fait, par rapport à la véracité de cette info, moi j'y crois pas parce que Scoot Anderson pour moi est un talent générationnel. C'est un Bien sûr. mec qui serait numéro un tous les ans, quasiment tous les ans en fait, à part sur des années comme Zion Williamson. Sur des années comme peut-être Andrew Wiggins, des trucs comme Sur ça. En des fait, années avec un freak, tout simplement. Avec Ben Simmons, enfin où il y avait des prospects qui étaient ultra attendus, Scoot Anderson est numéro un de la tête et des épaules. En fait, Scoot Anderson, il est plus près du tiers 1 que du tiers 3. Et Bah, pour moi, il est largement plus près que de Victor Wembanyama que de Brandon Miller. Donc ces rumeurs-là, personnellement, je les comprends pas. On est beaucoup à pas les comprendre. On est beaucoup à crier au scandale. Les fans de Charlotte sont en train de péter un câble depuis 2 semaines parce qu'ils veulent pas avoir Brandon Miller là-dessus. tu m'étonnes. Euh, En fait, on parle souvent du est-ce qu'on choisit au fit ou est-ce qu'on choisit au talent. Faut choisir au talent tout le temps. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Scoot Anderson est un talent monstrueux, un porteur de balle générationnel. Que tu aies la Melo Ball ou pas, ils peuvent jouer ensemble en plus, donc ça n'a aucun sens. Les qualités de Scoot Anderson conviennent tout à fait au défaut de Ball. Donc non, non, le débat pour moi n'existe pas. Et je pense qu'il y a un peu d'engouement médiatique américain, etc. autour de ça, qui pousse le truc. Mais je pense que, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Donc vraisemblablement, Scoot Henderson devrait tomber à Ouais, Charlotte. ouais, ouais. Je suis clairement d'accord avec ça. Ce serait une immense connerie de ne pas sélectionner Scoot Henderson en 2. Flo, on enchaîne. Une question très simple. Parce qu'on va pas évidemment vous refaire le profil de tous les joueurs. Vous pouvez lire les analyses de Flo sur le site de l'analyste et ce serait beaucoup, beaucoup trop long comme podcast sinon. Tout simplement, quelles peuvent être les plus grandes surprises de cette draft? Les choses qu'on arrive un peu moins à prévoir, les zones de flou, les zones un peu d'ombre. Bah, on vient d'en parler. La première zone d'ombre, c'est Brandon Miller. Parce que moi, je suis pas son plus grand fan. Mon Mm. dernier Big Board, je l'ai en cinquième. J'ai Cam Whitmore et Jarrett Walker qui passent devant parce que je suis beaucoup trop amoureux des deux profils. Et Brandon Miller, en fait, Brandon Miller, c'est un joueur qui est adoré par les gens qui regardent beaucoup de highlights parce que c'est un shot maker d'exception par rapport à sa taille. Il a des allures de Kevin Durant, il a des allures de Jabari Smith à la fac l'an dernier à Auburn, où tu es un peu en train de te dire, c'est quoi ce mec qui peut tirer de partout, qui peut tirer au-dessus de tout le monde, etc. Il a fait une marche manette qui est un peu moyenne. Il est malade en ce moment. Il a apparemment fait des interviews qui sont vraiment pas rassurantes. Il a un charisme de leadership qui est pas fou apparemment. Il a aussi Donc fourni des calibres à ses copains, donc et en vraiment plus il y a Brandon Miller, et moi en je suis plus pas il y a fan du bonhomme, les hein. ouais.
Il y a ces démêlés avec la justice, ouais. Donc, le top 3 figé, Victor, Scoot, Brandon Miller, c'est pas autant figé que ça. Donc, je pense que ça, ce serait la première surprise. J'avais envie de dire que la deuxième surprise, ça pouvait être les frères Thompson qui pouvaient être inversés. Parce que Aoussar est en train de monter en flèche dans les codes des gens et je les comprends. Aoussar est un joueur de très très haut niveau. Je pense qu'il a été un peu caché par son frère Amen Thompson qui est un porteur de balle. Donc Aoussar avait moins la balle dans les mains. Mais c'est un prospect qui est très 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 intéressant. Mais en fait, aux dernières nouvelles de Houston, apparemment, Amen a Amène à survolé. littéralement retourner son workout. Ouais, il a survolé son workout. Donc apparemment, c'est top. Et en fait, la plus grosse surprise, je pense que c'est le classement des potentiels gardes. On Mhm. n'a aucune idée du classement des combo gardes de cette draft 2023 entre Jalen Hood-Schifino, Nick Smith Jr., même Bilal Coulibaly qu'on peut considérer comme un 2, Jet Howard qu'on peut considérer un peu comme un 2, surtout 3, mais 2, Keyonte George, Anthony Black. On n'a aucune, même Casson Wallace, Grady Dick, en fait, on n'a aucune idée de où ces mecs vont être. Entre la place 7 et 15, donc il y a sur 8 places, tu as 8 arrières à placer. C'est hyper compliqué. C'est fou, hein. Et on aura tous faux sur le classement de nos arrières. J'ai fait une mock draft avec quelques gars sur Twitter. Et c'est trop compliqué, même Kobe Buffkin, enfin, c'est trop Mm. compliqué de Il y a placer du ces monde. mecs. Donc c'est la Mock grosse draft zone d'ailleurs que je vous d'ombre. invite à aller regarder sur le compte Twitter de Florian, c'est vraiment un super taf avec des visuels sympas en plus pour compléter celui de l'analyste. Franchement, allez-y les yeux fermés les amis. Flo, quelque chose à ajouter peut-être sur les surprises ou on a un peu fait le tour? De ce que j'entends à droite à gauche, on sait pas trop où va tomber Ouais. Taylor Hendricks parce Ouais. que il y a des franchises qui sont vraiment amoureuses du profil. Donc en fait, il y a un monde où j'entendais même des Détroits qu'il adorerait alors que Cam Whitmore semble se diriger là-bas. Jusqu'à ce que il suffit que tu aies un Bilal qui monte un peu au-dessus, etc. et que Taylor Hendricks il tombe en 12 en fait. Donc c'est un mec qui peut tomber du 5 au 12, 13 et on sait pas où va tomber Taylor Hendricks. Donc C'est vrai que c'est assez fou parce que quand on y pense et quand on s'écoute parler là, à part le top 2, rien n'est fait en fait. non, ouais, On parle c'est. d'une draft Et en fait, générationnelle, d'une et même draft tu hype. le disais, Mitch Kupchak qui peut te créer la surprise et Mais bien prendre sûr. Brandon Miller en 3, en 2. Donc, ouais. Non mais c'est bon, on verra en Donc, tout cas, restez ça va être. éveillé jeudi, ouais. Et en plus, il me semble, tu m'arrêtes si je dis une connerie, il me semble que le Woj a dit qu'il n'annoncerait plus les pics Ouais, j'ai pas avant, vu. J'ai pas vu, hein. avant l'annonce Putain, officielle mais tant d'Adam mieux. Silver. Tant mieux Tant parce que ça mieux. faisait chier, putain, tu regardais la draft. Là, je pousse mon coup de gueule. Adam Argent, mon ami, tu fais bien les choses, tu fais ta petite draft, mais mon Woj là, mon Woj que j'aime de tout mon cœur, faut arrêter de faire ça. Et j'espère qu'il nous aura entendus. De ce que j'ai lu, visiblement, il ne le fera plus. Donc tant mieux. Flo, pour terminer, on va faire très simple. Ton chouchou de cette cuvée. Alors ça peut être Victor, mais je te connais, toi t'es un mec pas comme les autres, tu vas pas nous dire Victor. Donc ton chouchou est ta plus grosse inquiétude, le joueur sur lequel je sais pas, ça arrive pas à cliquer. Mon chouchou, avant, c'était, bah, j'adore Scoot Anderson sur le Ouais, moi profil. aussi. Je suis amoureux de Scoot Anderson. Je le défendrai jusqu'au bout. Et mon gros chouchou, c'est Jarrett Walker. Ouais. Pour deux raisons. Parce qu'il y a des grandes chances qu'il tombe à Indiana en 7. Et c'est le joueur qui devrait tomber à Indiana en 7. Et parce que cette combinaison de surpuissance humaine, C'est une bête, hein. défenseur monstrueux, Sur c'est le un mec qui peut poste 4 défendre là. du poste 3 au poste 5. Et même, il peut switcher sur des postes 2. Je pense que sur des séquences, ça lui pose pas de soucis. Clairement. Cette puissance défensive, demain, c'est déjà le meilleur défenseur, je pense, d'Indiana, en fait, s'il a 19 ans. Et ultra fort en transition sur le jeu up-tempo prôné par Tyrese Haliburton, ça peut être ultra intéressant. Il a un jeu de passe et un feeling qui est hyper intrigant. Il Ouais. peut déjà sanctionner à 3 points. En fait, c'est le profil du lieutenant parfait autour de Tyrese Haliburton. J'adore Jarrett Walker, vraiment. Et, petit bonbon sur Nick Smith Jr. parce que il a été blessé toute la saison, mais Je l'aime j'adore le bien lui, hein. profil de garde capable de pull-up comme ça et d'être un génie Lui, c'est un pétard ambulant, hein. ouais, aussi fort sur pick and roll, mais il a été blessé, donc les gens ont tendance à le baisser. Et mon carton rouge, je sais, il y a trop de gens qui l'adorent, mais j'ai trop de mal, c'est Anthony Black. Ouais. Et sur les mêmes raisons qu'Amen Thompson, parce qu'avant c'était Amen Thompson, parce qu'Amen Thompson est tellement fort balle en main Je que vais y revenir. j'ai tendance à accepter le fait qu'il va être fort. Anthony Black, il a un peu les mêmes qualités, c'est un énorme défenseur,
un bon playmaker, mais en fait, je trouve qu'on a tendance à surestimer son playmaking et on a tendance à pas assez appuyer le fait qu'il sait pas tirer. Il sait pas tirer. Il est incapable de scorer en dehors de 2 mètres du cercle. Et en fait, il va arriver dans une équipe soit à Washington, soit à Utah. Il va tomber soit en 8, soit en 9. On va lui donner la balle dans les mains. Et ses qualités vont être mises en avant parce il va être capable de créer du jeu pour tout le monde. Mais il va être défendu à 5 mètres. Si ce mec n'est pas capable de tirer un jour, ça va être trop problématique. Et en fait, il n'a pas la qualité de passe de Amen Thompson. Il n'a pas la qualité de drive d'Amen Thompson. Et je ne drafte pas un défenseur unique, Hmm. plus grand que la moyenne, capable de jouer meneur dans le top 10, tout simplement. Bon, en tout cas, Et merci toi, beaucoup, du Massy. coup, Alors, du coup, moi, je vais un peu tricher. Et en fait, il va dire Victor. mon chouchou, c'est aussi ma plus grande inquiétude. T'en as un peu parlé, c'est Amen Thompson. Je ne Ok. dis pas du tout ça parce qu'il est annoncé à Houston en 4. Vraiment, je dis ça. Non, mais t'as tendance à plus le regarder, c'est normal, c'est Ouais, naturel. j'ai tendance à le plus regarder. Et en fait, oui, alors c'est mon chouchou. Parce que comment ne pas aimer regarder jouer Amen Thompson? C'est un phénomène athlétique hors du commun. Tu t'en as déjà Mais parlé, t'en as je mieux pense parlé que moi. on en parle pas assez, mais les frères Thompson sont ultra critiqués parce qu'ils jouent en overtime elite et on dit ils jouent avec des enfants, etc. Et je suis le premier à le dire. Je mets en perspective ça. Mais c'est des athlètes comme j'ai eu très rarement l'occasion de scouter, Eh c'est gros, des uber athlètes, là, tu m'arrêtes si c'est je me trompe. monstrueux. Est-ce que c'est déconnant de dire que Amen Thompson, athlétiquement, il a rien à envier à Scoot Henderson? Euh, Oh, j'ai En dit fait, une dinguerie. non, 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 mais la définition d'athlétisme est compliquée à dire parce que C'est je pas le pense même que, physique, c'est pas le je même pense type de que physique. Amen Thompson est plus athlétique que Scoot Anderson. Amen Thompson, demain, est peut-être le meilleur athlète de NBA, genre. C'est des Non, mais uber c'est une athlètes. dinguerie. C'est Ils une font dinguerie. Et partie en fait, c'est mon chouchou parce que j'ai envie de voir ce mec sur le backcourt avec Jalen Green. Frérot, ça va sauter dans tous les sens, ça va être fabuleux. Et en plus, il peut, son playmaking est trop intéressant pour passer à côté à Houston, je pense. C'est ce qu'on recherche. Alors oui, oui, c'est mon chouchou, mais oui aussi, ça m'inquiète. Il a pas de shoot, gros, il sait pas Mm. tirer. Et aujourd'hui à Houston, on a besoin de shooters, malheureusement. Mais j'ai envie de dire que ses qualités de drive, de playmaking et d'athlétisme sont tellement au-dessus de la moyenne que j'ai envie de te dire que son shoot, voilà, ça me dérange un peu moins. Et puis, tu t'en as parlé plein de fois, mais l'Overtime Elite, il joue contre des gosses de 16-17 piges. Et en fait, il a pas roulé sur l'Overtime Mm. Elite. Alors que ça, Moi, c'est un mec. le point un- d'inquiétude que j'ai au-delà du shoot, c'est que Amen Thompson est un monstre de drive par ses qualités athlétiques, sauf qu'il n'arrive pas à finir au cercle. Et ça m'embête parce qu'il a une finition qui est très moyenne. Et j'espère vraiment qu'il va progresser là-dessus, parce qu'en fait, aujourd'hui, son scoring dépend n'existe pas. uniquement de son drive. Aujourd'hui, il n'a pas de scoring, et ça m'emmerde, parce que quand tu es un athlète pareil et que tu fais autant reculer tes défenseurs, Ah, c'est une tes folie. défenseurs sont tout le temps sur les talons, parce que c'est un Et Uber allez athlète. regarder des séquences d'Amen Thompson. Et, et le problème, c'est qu'il n'est pas capable de sanctionner quand les mecs reculent, et quand il arrive à passer l'épaule, parce qu'il arrive tout le temps à passer l'épaule, étant donné il est plus athlétique qu'eux, putain, il sait pas finir. Et tu Donc, vois, ouais, et justement, c'est ça qui m'inquiète aussi, c'est que aujourd'hui, la NBA, si tu joues poste 1 et que tu sais pas jouer un pick and roll, c'est embêtant. Amen Thompson peut évidemment jouer un pick and roll parce que son playmaking est bien trop supérieur, mais c'est pareil, il est tellement fort en drive. Les défenseurs sur pick and roll, ils vont drop sous l'écran, ils vont mm, l'attendre, il peut pas sanctionner. Il peut pas sanctionner par le tir. Et c'est ouais. problématique aujourd'hui. C'est pour ça que ça Après, m'inquiète aussi. il peut progresser. Mais Moi, dans il le peut profil, progresser, il me fait un peu penser à Lonzo Ball dans la progression bien potentielle. sûr, bien Lonzo sûr. Ball a progressé, donc, Bien sûr. Donc on verra ce que ça donne, mais je suis un peu excité quand même par Amen Thompson qui me fait kiffer. Et je suis très excité à l'idée de voir Aoussar aussi sur le même terrain, puisque je n'arrive pas à différencier ces deux mecs. C'est il a une tête plus ronde, catastrophique. Oscar. Ah mais je n'y Il a arrive plus de pas. joues. Il a Je plus te de le joues. dis, je n'y arrive pas. C'est comme les frères Martin. C'est impossible. C'est pas possible. Il y en a un qui devrait jouer en bleu du côté du Magic pour le deuxième. Donc, Ouais, et quand voilà. on parle de Keegan et Chris Murray, mais c'est affolant. Ouais, On, eux, j'ai on du va mal. faire un Eux, podcast j'ai sur du les mal. jumeaux en NBA. Eh, mais les frères Murray, Ouais, c'est c'est la même compliqué. tête. C'est vraiment Mm. la même tête. Surtout quand ils Bon, vont jouer les deux à Sacramento, ça voilà, va être les marrant. deux vont être à Sacktown, ça va être monstrueux. Même le coach va plus savoir qui est sur le terrain, ça va être catastrophique. Ouais. Bon, Florian, quelque chose à rajouter, peut-être le mot de la fin, non? C'est les derniers jours de cette draft et sans pied bleu, blanc, rouge, donc profitons T'auras bien bossé, hein, et cette regardons. année, hein. Ouais, c'était cool. C'était Ouais, cool cette draft. c'était bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne te le dira jamais assez pour tout ce que tu as fait autour de cette draft C'est chez clair. l'analyste. Ça nous a régalé. J'espère que ça vous a régalé aussi, mais j'ai aucun doute là-dessus.
Donc voilà, la draft, c'est dans 2 jours. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Laissez-nous une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Commentez sur YouTube. Dites-nous qui est votre chouchou, qui est votre plus grosse inquiétude. Est-ce que vous pensez un petit peu du big board de Florian? On se fera évidemment un plaisir de vous répondre. On se retrouve après la draft. On fera un débrief. On fera un débrief de la draft. Vous inquiétez pas, les épisodes draft chez l'analyste, c'est pas encore fini. En tout cas, en attendant la fin de la draft, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.